Bonjour à tous et bienvenue à ce colloque consacré au maître italien que vous connaissez tous et que je ne présente plus, Léonard de Vinci, urbaniste, botaniste, musicien, poète, philosophe, écrivain, scientifique, ingénieur, inventeur, anatomiste, peintre, architecte. Bref, vous avez compris, c'est un maître qu'on célèbre au Louvre notamment, puisqu'il y a une grande exposition qui retrace une partie de son parcours, parce que c'est compliqué de retracer tout son parcours. Donc l'occasion pour le pôle Léonard de Vinci, j'en remercie d'ailleurs, j'en profite pour remercier Pascal et Nelly qui nous ont demandé d'organiser ce symposium, comme on dit, ce colloque consacré au maître italien, d'avoir prévu cette journée avec des personnalités, vous allez le voir, qui ont beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à partager, beaucoup de choses à nous raconter. Et je pense que nous sortirons plus intelligents aujourd'hui que nous l'étions en arrivant ici. On est d'accord, Clément? Pour ouvrir cette matinale, je vous demande d'accueillir le président de l'association Léonard de Vinci, Bernard de Froment. Bonjour. Alors dans le micro, Bernard, si vous me permettez. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Léonard de Vinci, un certain art d'apprendre et de voir le monde. Que faut-il en retenir aujourd'hui? Apprendre de Léonard, tel est le thème de ce colloque que j'ai l'honneur d'ouvrir devant vous ce matin, en ma qualité de président de l'association Léonard de Vinci, qui gère ici, à La Défense, les grandes écoles et formations qui, depuis près de 25 ans, préparent nos étudiants à affronter la vie professionnelle dans les meilleures conditions possibles. Évidemment, le nom de Léonard de Vinci s'impose en cette année 2019 finissante, où l'on ne cesse de célébrer le 500e anniversaire de la mort d'un des plus grands génies de tous les temps. Mais il fallait une certaine audace, voire beaucoup de prétention, en 1995 à Charles Pasqua pour inventer ce pôle universitaire d'un type nouveau et lui donner ce beau nom de Léonard de Vinci. Cette audace était d'autant plus grande que les départements n'ayant aucune compétence en matière d'enseignement supérieur, l'initiative de celui qui était alors président du Conseil général des Hauts-de-Seine était, et j'en sais quelque chose, puisque je suis avocat par ailleurs, d'une légalité incertaine. Autodidacte comme Léonard, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, souhaitait que les jeunes de son département, et notamment ceux des quartiers défavorisés, puissent accéder à un enseignement supérieur de grande qualité qui débouche sur l'emploi grâce à des contacts permanents avec le monde de l'entreprise. Et ce contact avec l'emploi dans les universités traditionnelles, il n'est pas évident à établir. Léonard de Vinci, génie éclectique et visionnaire, passé maître dans tous les arts et disciplines, a fait de l'expérience et du souci du détail le socle de son œuvre auquel le monde entier rend hommage. Charles Pasqua a donc été particulièrement inspiré d'en faire le modèle à suivre des étudiants accueillis dans les écoles du pôle. Chaque année, leur nombre augmente. Ils sont aujourd'hui près de 7000, dont 2700 à l'ESSILV, notre grande école d'ingénieurs, 1700 dans notre école de management, 1800 à l'IM, l'école de l'Internet, et 500 en formation continue. Les raisons du succès dont témoignent l'accroissement et l'élévation du niveau des candidatures, elles sont multiples, mais je n'en citerai qu'une. La transversalité des formations permettant à de futurs ingénieurs de suivre des cours communs avec les élèves de l'école de management et de l'école de l'Internet et du multimédia. Ainsi, la boucle est bouclée. Dans l'esprit de Léonard, nos écoles sont fidèles à leurs concepteurs d'origine. Elles témoignent d'un certain art d'apprendre et de voir le monde. Merci beaucoup. Allez, nous allons, on pourrait commencer
commencer par former des ingénieurs qui savent faire arriver les trains à l'heure, les RER et les métros notamment, puisque nous sommes légèrement en retard, évidemment, à cause d'un métro capricieux. Ce n'est pas un problème d'ingénieur. Ne pestons pas contre notre France qui fonctionne comme elle fonctionne. Monsieur de Froment parlait des universités versus le pôle Léonard de Vinci. Allez, nous allons commencer immédiatement. 4 keynotes pour commencer avant un débat tout à l'heure, 4 keynotes de personnalités qui nous ont fait l'honneur. J'ai préparé avec eux ces moments. J'avoue que j'ai été très touché, j'ai beaucoup appris. Merci, rien que pour ça. Et la première à ouvrir le bal, si je puis dire, c'est Inès de Kertanguy, d'origine bretonne. Elle est née à Lyon, a vécu en Angleterre jusqu'à 7 ans. Puis elle est entrée en France pour apprendre le français. En Angleterre, son père dirigeait une usine de textile qui faisait partie de l'affaire familiale et qui a créé plusieurs usines dans le monde. Depuis l'âge de 11 ans, elle écrit. Historienne, Inès de Kertanguy a déjà publié plusieurs biographies. La dernière en date, Intime Confession, qui revient sur la relation passionnante et passionnée entre Honoré de Balzac et la duchesse d'Abrantès. Voilà, je vous laisse découvrir Inès. Je la remercie 1000 fois. Inès, une vision romantique de Léonard de Vinci, c'est à vous. Merci beaucoup. Bonjour. Alors, Léonard de Vinci, ça, c'est pas un scoop. Il est né le 15 avril 1452. Et alors, je vais vous parler surtout de l'homme et je vais parler de ses émotions et de ses difficultés, beaucoup plus que de ses œuvres. Il est né hors mariage, donc non désiré, et il va être élevé par des grands-parents qui vont être extrêmement aimants. Et il va être donc dans le petit village de Vinci. Il va aller dans cette école. Il va apprendre à lire, à écrire, à compter, mais il va pas aller beaucoup plus loin, car son grand-père va mourir quand il aura 12 ans. C'est son premier choc. Et à ce moment-là, son père va enfin s'occuper de lui, va venir le chercher. Il est notaire, le père est notaire à Florence, donc il a pignon sur rue, et il va le faire rentrer, et ça c'est la chose qu'on peut vraiment reconnaître à cet homme-là. Son fils, il a remarqué qu'il avait un don exceptionnel pour le dessin, et il va le faire rentrer dans l'atelier de Verrocchio. Là, il va rester plusieurs années. Il va apprendre à peindre, il va apprendre la sculpture, il va apprendre différentes choses. Il va être le meilleur élève de Verrocchio. Mais le jeune homme grandit, il se fait des amis comme Botticelli par exemple, et il va courir les bas-fonds de Florence, et il va y avoir une dénonciation. On va le dénoncer comme étant un homosexuel. À l'époque, quand on est homosexuel, pour le moins, on est emprisonné, et pour le pire, on est carrément tué, mis à mort. Donc, il est obligé de fuir, de rentrer à Vinci, de réfléchir, et plus jamais on n'entendra parler de sa vie sexuelle. Il va faire en sorte qu'on l'oublie et qu'on n'en parle plus. Il va être extrêmement prudent. Mais malheureusement, cette homosexualité, elle est dénoncée. Il est obligé de fuir et il va rentrer à Vinci. Il va rester 2 années à Vinci où il va énormément réfléchir. Il va dessiner beaucoup aussi. Et le procès a lieu. Et coup de chance pour lui, c'est que, comment s'appelle-t-il, celui qui est à Florence a un neveu qui lui-même est dénoncé en même temps que Vinci, et donc le procès va être étouffé. Vinci peut enfin rentrer à Florence. Il est trop âgé pour rentrer à nouveau dans l'atelier de Verrocchio, donc il va avoir son propre atelier à lui. Là, il va avoir des commandes immédiatement, et il va avoir donc 2 Madones, l'Annonciation que l'on peut voir aujourd'hui à l'exposition au Louvre, qui est magnifique, un Saint Jérôme qui ne sera jamais achevé, et l'Adoration des Mages. Et c'est à partir de l'Adoration des Mages que les choses vont commencer à se brouiller. Léonard bouleverse tous les codes de l'Église. On lui commande l'Adoration des Mages, mais il va enlever les auréoles, il va enlever l'âne, le bœuf, et surtout il va enlever Saint Joseph. Et on ne verra d'ailleurs jamais Saint Joseph peint dans ses œuvres. Et évidemment, ceux qui lui ont, c'est l'Église,
les moines qui lui ont commandé cette œuvre, ils vont pas se retrouver et ils vont refuser l'œuvre en lui disant mais il faut refaire votre copie, ça va pas du tout, c'est pas ce que l'on veut, ça ne fait pas, c'est pas du tout ce qu'on a commandé. Et lui ne voudra jamais refaire son œuvre, il est absolument sûr de lui. C'est vrai que c'est moderne à l'époque, mais il ne recommencera pas son œuvre. À cette époque-là, Laurent de Médicis, pour faire plaisir au pape, va envoyer ses meilleurs artistes peindre la chapelle Sixtine. Il y a Botticelli, par exemple, qui va être appelé. Il y a plusieurs autres peintres qui sont bien moins bons que Vinci, mais Vinci ne sera pas appelé. Et là, il va être vexé. Il va avoir un doute en lui en disant, mais au fond, c'est mon homosexualité qui me colle toujours à la peau. Je ne pourrai jamais rien faire à Florence. Et il va partir. Alors, quand Léonard va décider de partir, il se dit qu'au fond, il y a une ville qui l'intéresserait, ce serait Milan. Il ne connaît pas, il a envie de voir du paysage, voir quelque chose de nouveau, et voilà qu'il part. Il faut imaginer qu'il a déjà 30 ans à l'époque. Et il va partir avec ses meilleurs amis, qui s'appellent Zorast et Atalante, et c'est une véritable caravane qui part. C'est pas, quand Léonard se met en chemin, il part pas tout seul, il a des amis, il a son cheval Azul, pour laquelle il a une passion, il a plein d'animaux avec lui. Alors, je vais vous résumer, il a des chats, il a des chiens, il a des singes, et il aura toujours avec lui un corbeau. Et il a un don exceptionnel pour apprivoiser les animaux, et il a pas besoin de leur parler, ils se comprennent, et ça vient de son enfance où il était extrêmement près de la nature. Il a envoyé à Milan, c'est Ludovic Sforza, qui tient la ville de Milan, et il lui envoie une lettre. Et là, on va comprendre que les gens n'arrivent pas à suivre Vinci, parce que plutôt que de dire je suis peintre et je viens en tant qu'artiste dans votre ville, il va lui dire je suis excellent ingénieur et je me mets à votre service pour tout ce qui est militaire. Donc, imaginez, on ne sait plus qui il est en fait. Il brouille son image. Il va arriver avec sa caravane chez Ludovic Sforza. Il espère être accepté à la cour et pas du tout. Ça va être extrêmement compliqué. Sforza ne répond pas à sa lettre. Alors, il va rentrer dans un atelier. Il va commencer l'atelier des prédits. Il va se mettre à leur service. Il va faire des œuvres. Mais avant, il avait son propre atelier, donc il est descendu en quelque sorte. Et enfin, au bout de plusieurs mois, on va lui commander une Vierge. Alors, il va commencer à peindre la Vierge, mais là aussi, il va s'affranchir de tous les codes religieux, catholiques de l'époque. Il va présenter une petite jeune femme absolument ravissante, mais sans voile, sans auréole, donc on ne sait pas que c'est la Vierge. Et pour couronner le tout, il va mettre derrière un paysage avec des rochers. Alors que d'habitude, on met un ciel, quelque chose de très clair, quelque chose qui veut bien montrer que c'est une vierge. Et l'œuvre va être refusée. Et quand c'est refusé, il ne recommence pas. Alors, il est malheureux parce qu'il n'est pas reçu à la cour, donc il n'a pas de mécène, donc il n'est pas payé en quelque sorte. En plus, cette œuvre vient d'être refusée. Donc il va commencer ses petits carnets à cette époque-là, qu'il va coudre lui-même, pour les avoir à bonne proportion et pouvoir les mettre dans sa poche très facilement. Et il va commencer, à partir de là, de toujours griffonner dans ses carnets. Quand il était à l'école, on a remarqué qu'il était gaucher, mais on n'a pas essayé de le corriger. Ce qui fait qu'il aura ce qu'on appelle une écriture spéculaire, c'est-à-dire qu'au lieu de commencer de gauche à droite, il va écrire de droite à gauche. Et on ne peut pas lire son écriture, sauf si on se met dans un miroir. Ce qui fera croire aux gens qu'il était espion, en disant, mais il brouille les cartes, on ne peut pas lire ses petits carnets, qu'est-ce qu'il écrit dedans? Et comme toujours, il y a heureusement cette Vierge au rocher, si elle a été refusée par les moines, en revanche, Ludovic Sforza va reconnaître son talent, et le jour où il tombe amoureux d'une très jeune fille de 17 ans, il va l'appeler en lui disant, mais j'aimerais vraiment que vous lui fassiez son portrait. Là aussi, il va être hors norme. Et il va, cette petite jeune fille qui a 17 ans et qui va s'appeler donc la Dame à l'Hermine, qui est un ravissant tableau, il va la dépouiller de tous ses bijoux,
de toutes les belles étoffes qu'elle pouvait porter à la cour, pour la montrer, il voudrait montrer le mouvement de l'âme, et non pas l'aspect extérieur. Et il va la dépouiller, il va la montrer telle qu'elle, et Ludovic Sforza, il a beau être un guerrier, il admire ce que fait Léonard, et à partir de ce moment-là, mais ça sera mis des années, il va être accepté à la cour. Là, il va se mettre au service de Sforza, qui va l'employer pour toutes les fêtes qu'il va donner dans son palais. Et alors là, Léonard est fou de joie parce que il va faire des machineries extraordinaires, il va créer des robots, il va c'est une espèce de spectacle des Lumières avant l'heure. Et il va être connu grâce à ça aussi, Léonard. On va lui commander aussi une statue équestre. Et alors, évidemment, c'est du Léonard de Vinci. Il va pas faire une statue équestre comme tout le monde. Il va la faire monumentale. Alors, tout le monde va venir pour admirer sa statue équestre, qu'il va falloir bientôt couler dans le bronze. Malheureusement, alors le bronze est réuni. Il faut trouver un four beaucoup plus grand. Il faut donc en faire un spécialement pour cette œuvre. Et puis, il se rend compte que Sforza, finalement, ne vient plus dans son atelier, ne vient plus le voir. Et il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas très compliqué. La guerre est aux portes de Milan. Sforza n'a plus besoin d'une statue équestre, mais il a besoin de boulets et de canons. Donc, tout ce qu'il a réuni comme bronze va passer là-dedans. Et donc, pas de statue équestre. Là aussi, une fois de plus, c'est une œuvre inachevée. Sforza, les Français vont rentrer dans Milan, vont y rester très peu. Et donc, Léonard va y rester, Sforza va revenir. Là, il va se rendre compte que sa gloire, finalement, c'est quelque chose de très éphémère. Et il va commander, il veut quelque chose de plus grand une œuvre gigantesque, quelque chose qui va être, comment dire, qui va commander pour sa gloire. Et il va demander de peindre la fresque, la scène. Léonard va s'y mettre. Il n'est pas du tout fait pour peindre les fresques, car quand on peignait une fresque, il fallait avoir comment dire, et on pouvait pas revenir sur son œuvre, on pouvait pas peaufiner, on pouvait ou c'était bon tout de suite, ou c'était mauvais et on pouvait pas repasser. Donc il sera assez malheureux chaque fois qu'on lui demandera une fresque, mais on a une chance, la scène. Ludovic Sforza est rentré, la guerre lui a coûté très cher, il est ruiné. Léonard, pendant ce temps, croule sous les commandes, malheureusement il n'est pas payé. Et alors revient l'histoire, où aller, que faire? Et alors il se dit qu'au fond, il pourrait peut-être à nouveau aller voir du pays, et il va passer par Venise. Alors la caravane se remet en branle, il passe par Venise, évidemment, il est émerveillé par Venise, mais il se rend très vite compte qu'il n'y aura aucune place pour lui. Donc finalement, quel est le mieux? Il est parti, il avait 30 ans, il revient à Florence, il en aura 50. Mais là, il est ovationné, je vais dire. On a entendu parler de la scène, de cette œuvre magnifique. Et donc, ça va être l'enfant du pays qui rentre chez lui. On va lui commander une œuvre, Anne, la Vierge et l'enfant Jésus, que l'on peut voir aussi actuellement. Et Léonard exécute les cartons. Tout le monde passe devant les cartons, tout le monde trouve ça merveilleux. Tout va bien pour Léonard, c'est parfait. Mais quand il rencontre César Borgia, il se dit qu'au fond, c'est le fils du pape. Le pape a beaucoup d'argent. Le fils du pape est un guerrier. Il lui demande de reconquérir les États pontificaux qu'il a perdus quand les papes sont partis à Avignon. Et il lui donne l'argent nécessaire pour faire la guerre. Les deux hommes se rencontrent. Et il nomme Léonard architecte, ingénieur, général, avec les pleins pouvoirs. Rien que ce mot, le plein pouvoir pour Léonard, c'est tout ce qu'il espérait, puisqu'il voulait être ingénieur déjà. Et donc, il laisse tomber son atelier qui marche remarquablement bien pour suivre Borgia. Malheureusement, Borgia gagne plusieurs batailles, mais son père est empoisonné, enfin on suppose qu'il meurt empoisonné, donc le pape.
Il court à son chevet, laisse tomber ses armées, il n'a plus d'argent d'ailleurs. Et Léonard se dit, finalement, il ne me reste plus qu'une chose à faire, rentrer à Florence. Il rentre à nouveau à Florence, il rencontre Machiavel, qui a entendu parler de la scène à Milan, et il se dit, mais au fond, si on parle tout le temps de la scène à Milan, qui représente le Christ, ses disciples, mais nous, on n'a pas une œuvre de Léonard aussi belle, je vais lui commander la bataille. Et ça sera la bataille d'Anghiari, qui est pour moi, le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre. Mais il va pendant 1 an peindre cette bataille sur fresque. Il a horreur de peindre sur fresque. Et qu'est-ce qu'on lui fait là? Je crois, j'allais dire, un coup de Jarnac. C'est-à-dire que il y a un homme qui déteste absolument Vinci parce qu'ils sont en concurrence, et c'est Michel-Ange. Michel-Ange est aussi laid que Léonard est beau. Il est aussi grognon que Léonard est gai. Il est aussi jaloux que Léonard ne l'est absolument pas. Et alors, on va mettre ces 2 hommes dans la même salle, un réfectoire. L'un va peindre la bataille d'Anghiari, et sur l'autre mur, on va lui demander de peindre, pour Michel-Ange, la bataille de Cassina. Alors, il faut imaginer ces 2 hommes qui véritablement se détestent, qui vont travailler chacun sur leur bataille et dos à dos. C'est-à-dire que l'ambiance est absolument atroce dans cet atelier. Que fait Léonard dans ces cas-là? Mais il repart dans une autre vie, c'est-à-dire qu'il s'isole, il repart dans ses appartements, il va reprendre ses petits carnets, il va réécrire, griffonner plein de choses qui lui passent par la tête parce que c'est un homme bouillonnant, et il va de temps en temps rentrer dans son atelier, demander aux gens de faire comme ci, comme ça, peut-être mettre un peu la main à la pâte, mais il va surtout se mettre à part. Et comme chaque fois que Léonard est au fond du trou, si je puis dire, il va lui arriver quelque chose de bien. Et il y a un homme qui arrive à ce moment-là, il s'appelle Francesco Giacomo, il est riche, marchand, et il a une jeune femme qui s'appelle Lisa. Je pense que vous comprenez là où je veux en venir. Elle a 22 ans. Et pour la remercier de lui avoir donné un 2e fils, il veut la faire portraiturer. Donc, il va voir Léonard, son atelier, et lui demande de portraiturer sa femme. Et là, ça va être comme lui qui est homosexuel, qui s'intéresse aux jeunes hommes en général, il va être subjugué par cette femme. Et il va rester en tête-à-tête avec cette femme. Il faut quand même imaginer, à raison de 2 ou 3 séances par semaine, il va rester en tête-à-tête pendant 3 ans. Parce que Léonard, quand il fait une toile, ça prend pas 1 an, ça prend pas 2 ans, ça prend 3 ans. C'est pour ça que il a très peu peint, mais quand il a peint très longtemps. Et non seulement il va peindre pendant 3 ans cette Mona Lisa, mais en plus, il va la reprendre pendant 16 ans. Il sera jamais content, ce sera jamais achevé. Et donc, il va se retrouver en tête-à-tête avec cette femme. Il va rester 3 ans à la portraiturer. Il va de temps en temps avancer un peu sa bataille. Et à ce moment-là, il y a Charles d'Amboise qui rentrait les Français à Milan. Louis XII, lui, continue à faire la guerre et il a laissé Charles d'Amboise sur place à Milan. Et Charles d'Amboise tombe à genoux devant la scène en disant « J'ai jamais vu un chef-d'œuvre pareil, c'est fantastique ». Et il l'appelle et il lui dit « Mais venez ». Il lui écrit « Mais venez donc à Milan ». Et là, il a 50 ans quand il arrive, Léonard, et je vous laisse carte blanche. Si vous voulez travailler, vous travaillez. Si vous voulez pas travailler, il n'y a aucun problème. Si on laisse carte blanche à Léonard, c'est le moment où il le donne le plus de lui-même. Malheureusement, Charles d'Amboise meurt au bout d'1 an et à nouveau se pose la question, que faire, où aller? Et c'est quand même la 3e fois que ça lui arrive. Et alors, il y a un endroit particulier qui est très à la mode, c'est Rome. C'est plus Florence, c'est plus Milan, c'est Rome. Alors il se dit, on va aller à Rome. La caravane se remet en branle. Il passe par Rome. Là-bas, on ne l'attend pas. Il y a un certain Julien de Médicis qui lui dit, écoutez, vous dites que vous savez faire plein de choses, eh bien écoutez, il faudrait assécher tous les alentours de Rome, etc., les marais environnantes. Et
Léonard lui dit pourquoi pas, c'est quelque chose que je sais faire, très bien, allons-y. Il va chevaucher au milieu de ces marais, il va prendre la malaria, il va tomber extrêmement malade et il va mettre des années à s'en remettre. Il a failli mourir, il ne sera plus jamais le même. À partir de cette époque-là, on a, nous, le portrait de Léonard avec des cheveux blancs, une barbe blanche, des sourcils très broussailleux, un regard très perçant. Et c'est à ce moment-là, il ressemble vraiment à ce portrait-là, à partir de ce moment-là. Mais là aussi, on ne le prend pas comme peintre. Michel-Ange est arrivé avant lui. Il lui-même a laissé tomber sa bataille sans l'avoir achevée. Il se retrouve donc avec son ennemi juré, qui lui barre la route, et donc il n'a pas de travail. Il est une fois de plus au fond du trou. Et comme d'habitude, il va se passer quelque chose pour lui, et cette chose-là, il n'est pas encore au courant. Il se fait que François Ier, en France, vient de monter sur le trône, et il se dit que ses prédécesseurs avaient des possessions en Italie, qu'il faut qu'il se fasse remarquer, qu'il est tout jeune roi, et il prend une armée, il passe par Lyon, c'est important. Là, on le fête, c'est le nouveau roi, on le connaît pas, etc. Tout Lyon est pavoisé. Et à un moment donné, il y a un automate, qui est un énorme lion, qui s'approche du roi, avec une démarche très lente, c'est tout à fait extraordinaire pour l'époque. Et tout d'un coup, sur le flanc, s'ouvre une partie de l'automate, et il sort une gerbe de fleurs, et qui est offerte au roi. Et là, le roi dit, mais c'est tout à fait extraordinaire. Qui a fait une chose pareille? Je n'ai jamais vu une œuvre pareille. Et on lui dit, eh bien, c'est Léonard de Vinci. Je ne sais pas comment son œuvre est arrivée là, l'automate est arrivé là, mais il était à Lyon, ça c'est certain. Et il retient ce nom-là, passe les Alpes, donne la bataille de Marignan, la gagne, et il fait venir immédiatement Vinci, qui est toujours pas remis de sa malaria, et il lui propose, il lui disait, mais écoutez, mais venez chez moi, venez en France, près d'Amboise, je vous donne un château, je vous donne tout, je vous demande rien, et je serai simplement heureux de vous avoir. Et c'est une espèce de coup de foudre qui se passera entre ces deux hommes. Et voilà mon Léonard reparti avec ses animaux, avec ses meilleurs amis, et ils repartent, passent les Alpes, arrivent donc à Amboise, et là, il va passer que 4 années sur place, mais 4 années où il sera vraiment extrêmement heureux. Il adore les grandes chevauchées, et il va chevaucher auprès du roi. Ils vont l'un et l'autre échanger, ils vont rêver. Les deux hommes vont incroyablement rêver. Et à un moment donné, d'ailleurs, François Ier lui dira, mais si on faisait une ville nouvelle près de Romorantin, puisque vous dites que vous êtes architecte, eh bien, faites-moi rendez-vous architecte, allez-y. Et alors, les plans vont être faits. Et puis, malheureusement, il vieillit, il reste plus que 3 années, très peu d'années à vivre. Alors, il faut savoir que Léonard peignait de la main droite, mais il écrivait et il dessinait de la main gauche. Et malheureusement, tout le côté droit va petit à petit se paralyser. Il vieillit, il sent que c'est la fin, et il est extrêmement heureux là où il est, mais bon, c'est comme ça. Et le 2 mai 1519, il a le temps d'écrire « Je continuerai » et il meurt. Et je voudrais juste dire que ce mot « je continuerai », c'est tout à fait extraordinaire d'avoir écrit ça, parce que 500 ans après, Léonard de Vinci continue à nous passionner. Il fait couler énormément d'encre et je pense que c'est pas fini. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup Inès de Kertanguy. Alors c'est dingue parce qu'on s'est rendu compte Machiavel, Borgia, Michel-Ange, enfin sa vie, il a traversé tout ce qui a compté finalement dans l'histoire des arts et l'histoire des sciences à la Renaissance et encore après.